Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du journal de 19h d'Alizé Télévision ce vendredi 21 octobre 2007. Je vous propose de voir tout de suite quelques-uns des titres qui seront développés dans ce journal. De la cité Henri IV au Tour Gabar, la destruction des immeubles vétustes de Pointe-à-Pitre est à l'arrêt. La raison, le coût élevé du désamiantage. Une porte de sortie a été ouverte par la ministre de l'Outre-mer. Après y avoir été repoussé, le créole a fini par forcer les portes de l'église catholique et d'y trouver sa place. Le père Jean Hamon nous dira pourquoi bon Dieu n'a pas les créoles aussi. Pour la troisième année de suite, l'association Cas Réactif organise ce week-end un véritable marathon de la création d'entreprises. Les participants auront 54 heures pour présenter un projet. Le journal, Ronnie Nabal. L'invité de notre journal ce soir est Jean-Paul Kiko, président de Guajeka, avec qui nous parlerons de Jeux et jouets traditionnels, mais aussi de la semaine Jeux et jouets organisée au Laurier à Pointe-à-Pitre. Au cours de sa visite sur le thème du logement social hier à Pointe-à-Pitre, Erika Barreitz a répondu à une demande pressante du maire de la ville-centre de voir émerger en Guadeloupe une filière désamiantage. Une nécessité selon Jacques Bangou pour permettre de réduire les coûts induits par le traitement de l'amiante dans les projets de réhabilitation ou de démolition programmés notamment dans sa ville. Pour exemple, le coût de désamiantage des tours Gabar représente près de 18 millions d'euros supplémentaires à rajouter à la facture de la démolition. C'est donc avec satisfaction que Jacques Bangou a accueilli la proposition de la ministre des Outre-mer de lancer le chantier de la mise en place de cette filière en local. Le reportage de Muriel Barlagne. Qui tarde à être démoli à cause du désamiantage. Cette opération qui nécessite un diagnostic et un certain nombre d'analyses avant d'être mise en œuvre coûte cher, bien plus cher en Guadeloupe qu'au niveau national. Aujourd'hui, c'est un surcoût qui est multiplié par 4 ou 5 par rapport au surcoût que l'on observe en métropole. C'est-à-dire que quand vous dépensez 500 000 euros pour désamianter une façade d'un appartement ou un immeuble en France, il vous faut dépenser 2 millions d'euros lorsque vous faites la même chose en volume ou en qualité sur la Guadeloupe. Freiné par ce surcoût, notamment dans son important projet de rénovation urbaine, Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, a fait part à Erika Barreitz, la ministre des Outre-mer, de la nécessité de mettre en place une véritable filière de désamiantage dans le département. Solution qui soulève de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a un échantillon qui est prélevé, il doit partir à Marseille ou à Paris pour pouvoir être étudié, qu'on réponde oui ou non qu'il y a de l'amiante ou il y a un pourcentage. Comment faire envisager le transport? Y a-t-il des solutions d'enfouissement local ou faut-il, pour des raisons écologiques, s'abstraindre à faire l'envoi sur d'autres sites en France ou ailleurs? Donc voilà les questions qui sont posées. Lors de sa visite en Guadeloupe, la ministre des Outre-mer a fait savoir que cette problématique a été prise en compte. Je propose que nous puissions rentrer dans cette réflexion action. Donc il faudra faire quelques études, mais dans 4 mois, elle devrait être finie puisque je l'ai lancée maintenant pour voir comment est-ce que nous pouvons faire une filière du désamiantage. Et je souhaite qu'on puisse lancer ici un atelier école autour des tours Gabar sur le désamiantage. Après, il y a d'autres actions qui vont être en complément, mais au moins ne pas attendre et y aller, lancer. Les tours Gabar à Lorissisque sont un bel exemple du problème soulevé. Vides depuis 2 ans, elles ne peuvent être démolies car il faut trouver environ 18 millions d'euros pour pouvoir d'abord les désamianter. Il y a encore peu, le créole n'avait pas sa place dans certains lieux. C'est le cas des églises où la langue créole était sinon proscrite, mais en tout cas était très malvenue. Puis, il y eut des prêtres comme le père Chérubin Céleste qui fit entrer dans son église d'abord la langue créole, puis le gros cas.
Très décrié à l'époque par une partie du clergé et des fidèles de l'Église catholique, l'action du Père Céleste ouvra pourtant la porte à l'émergence des TKL, les petites communautés de l'Église, où désormais le créole a toute sa place. Joël Saint-Silly est allé rencontrer l'aumônier du centre gérontologique du Rézé, le Père Jean Hameau, au sujet de la place du créole dans l'Église. Reportage. Jeudi jour, langue créole bien saisie, en dit dans l'Église Guadeloupe. En réalité, inscrit à dans texte yo crié Concile du Vatican II, en réflexion à tout évêque assis rôle à l'Église assis la terre. On m'a marqué que Jean Hameau décatier pour nous. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Rien de vraiment humain, la langue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça qui a intéressé un homme doit être intéressé en chrétien et doit intéresser l'Église. Et donc la langue et le créole Adam aussi. Mais tout ça pas fait comme ça. Avant que créole et l'Église fait bon ménage, tétini on l'homme qui pas d'accord. Ni moun qui te collait parce que tu as parlé au créole. Tout le monde qui dit créole, c'est bitavier nègre, etc., etc. Donc on ambiance. Mais petit à petit, eh bien, créole là rentré dans la liturgie. Et on bité qui a frappé moi, c'est que la langue liturgique, c'est une langue poétique par excellence. On ne peut parler de Dieu qu'en poésie. En cas de poésie que créole a bien placé pour parler de Dieu en poésie. Donc petit à petit, certains groupes métiers qui chantent en créole, ni monde qui commence à faire chanter créole, et puis tout doucement, créole là rentre dans la liturgie. Même si, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas très d'accord avec créole là, mais ça n'a pas d'importance. L'important, jeudi jour, c'est que nous comprenions que nous pouvons adresser nous à Dieu en n'importe langue, Dieu au-dessus de toute langue, Dieu qui parle toute langue. Bon Dieu, c'est quand il a dit en français, on polyglotte. Il peut comprendre toute langue. On l'idée que Jean Hameau avait d'autres l'abbé Guadeloupe qu'à défendre depuis bien longtemps. Et pour ça, il n'a pas monté à Rome, qu'on 2 ou 3 qu'à monter à Bruxelles pour demander tant pis souple. Mais le Vatican pas rentré dans ça, le Vatican loin. Mon qui était d'accord ici, c'était le responsable de l'Église, Monseigneur Wally, Monseigneur Cabot, moi-même l'administrateur, c'était créole. C'est en besoin où jouer dans le monde dans ça, comme nous dit le texte, l'espoir, les richesses, tout ça, c'est créole. Donc on ne peut pas parler créole. Alors, nous pouvons dire sans crainte que jeudi là, créole ni toute place en dit dans l'église Guadeloupe. Et plus encore, jeudi, gros cas, symbole à kilti créole qui a rythmé la liturgie. En 1967-68 là, c'est moi qui ai commencé à mettre des jeunes. C'est moi le premier qui mettait au orchestre dans l'église. Mais là, on va mettre au orchestre dans l'église. On dit comme ça, mais Kala ou laïe. Alors, on ne peut pas Kala pour nous. À part les roses, tout est qu'à fait. Mais c'était pour Kala comme un appui rythmique. Donc, aidez-nous à dans ce rythme-là. Et donc, en 67, 68 à peu près, eh bien, Trois-Rivières, c'est le premier côté nous fait baisser des jeunes. Premier côté nous fait baisser rythmé. Premier côté nous mettons au orchestre dans l'église, c'est Trois-Rivières. Et Kala, tu es à dans aussi. Malgré ça, dès parfois, ça pas facile. L'envoi moun ka mélanger coco et abricots. Les binomo, curé à Petit Canal fait dire mon père, il faut que tu viennes, je ne pourrai pas. Les mots les disent en parole d'espérance, en parole de consolation, en parole pour unir les gens. Quand il dit, puis moi j'étais allé en parler créole, je dis ben Michel, ça sont indépendantistes. Et depuis je là ça. Pas de toute façon, on doit être indépendantiste puisque Adam groupe à Jésus, Adam les 12, t'es mauvais la roue, entre guillemets, t'es indépendantiste. Donc à tenir douanier indépendantiste. Mais il ne faut pas lier créole et indépendantiste. Alors pour finir avec tout ça, il faut nous bien comprendre. Bon Dieu, c'est un polyglotte et pas qu'à faire politique. Profitant de la visite en Guadeloupe de Erika Barrett, la ministre des Outre-mer, Harry Chalus a signé avec elle une convention pour la prolongation du dispositif de formation des emplois d'avenir au sein des collectivités territoriales de Guadeloupe. Cette convention doit notamment permettre de faciliter le recrutement, le suivi et la professionnalisation des jeunes en emploi d'avenir
au sein des collectivités qui les emploient. À titre expérimental, la région Guadeloupe, l'État et les partenaires institutionnels ont donc décidé de prolonger d'ici la fin de cette année 100 emplois d'avenir pour une durée maximale d'1 an, au-delà de la durée légale de 3 ans. Ces emplois seront financés par l'État à hauteur de 75% et par le Conseil régional de Guadeloupe entre 10 et 25% en fonction de la localisation des communes bénéficiaires. Ce soir, demain et dimanche, les porteurs de projets en tout genre ont rendez-vous au Crêpes Antilles-Guyane pour la 3e édition du Startup Weekend. Une manifestation initiée en 2014 par l'association Carré Actif qui permet à tout un chacun de venir présenter son projet, le défendre afin qu'il soit retenu avant d'être peaufiné avec le concours de professionnels en vue de leur présentation devant un jury d'experts. Les détails avec Muriel Barlagne. 54 heures pour faire grandir une idée d'entreprise. C'est le principe des Startup Weekend. Le concept, né aux États-Unis, existait déjà dans de nombreuses villes dans le monde. C'est Marc Lesdema qui l'a introduit dans la Caraïbe. À l'époque, je vivais dans l'Hexagone, où j'ai co-organisé des Startup Weekends. J'ai participé à d'autres Startup Weekends et je me suis dit en 2012 qu'il y aurait un intérêt pour que cet événement puisse venir s'implanter en Martinique et permettre donc, à l'époque aux Martiniquais de pouvoir effectivement pousser leurs idées, les développer et peut-être voir émerger les premières startups à forte valeur ajoutée sur nos territoires. En Guadeloupe, c'est l'association Carré Actif qui organise l'événement depuis 3 ans. On y attend une 30aine de participants. Ils auront 1 minute pour pitcher leur projet, c'est-à-dire le présenter. Suite à un vote, on en gardera une dizaine pour les travailler. Pourquoi ces projets innovants ont besoin d'être boostés peut-être plus que les autres? Parce qu'étant donné qu'ils ne rentrent pas dans des modèles type, il faut encore être plus fort, être plus convaincant quand on va aller voir son banquier ou des partenaires. Donc cet événement a pour but de travailler durant 54 heures sur le dossier des participants, d'apporter des éclairages variés sur le business plan, sur la logistique, la distribution, de façon à ce que les porteurs de projets, au sortir de cet événement, puissent directement attaquer, on va dire, aller voir des banquiers, des investisseurs, forts de tout ce qu'ils auront apporté, tout ce que leur a apporté le Startup Weekend. 9 coachs spécialisés dans divers domaines interviendront pour aider ces porteurs de projets à proposer un modèle économique viable. Nous allons les appuyer, nous allons passer auprès de chaque équipe pour les stimuler, pour leur permettre de peut-être voir des choses qu'ils n'ont pas vues par eux-mêmes. Et avec donc des compétences très variées, nous allons chacun pouvoir apporter un niveau d'expertise à ces porteurs de projets pour que vraiment ils arrivent en phase finale, donc dimanche, avec des projets qui soient vraiment bien construits et bien ficelés. À la fin de l'exercice, 3 lauréats seront retenus. Le vainqueur remportera un chèque de 1 500 €. Un prix de la CCI IG sera aussi décerné à un projet ayant un lien avec l'économie circulaire. Dans un instant, nous retrouverons notre invité Jean-Paul Kiko de Guajeka, avec qui nous parlerons notamment de la semaine J'ai joué organisée au Laurier à Pointe-à-Pitre. Mais tout de suite, place à notre tour d'horizon de l'actualité dans la grande région. Et pour commencer, une nouvelle fois, direction la République d'Haïti. C'est votre rendez-vous Caraïbes. Wycliffe Jean, ancien membre des Fujis et ex-candidat à l'élection présidentielle d'Haïti, est accusé d'avoir détourné de l'argent récolté pour son association. Yélé Haïti, c'est son nom, a été créé en 2005 avec son cousin Géry Duplessis. Dans les mois qui ont suivi le terrible tremblement de terre en Haïti du 12 janvier 2010, qui a fait plus de 200 000 victimes, une soirée de charité organisée par le chanteur a permis de récolter 16 millions de dollars. L'ancienne star du hip-hop avait également appelé ses abonnés Twitter à donner 5 $ par personne pour sauver Haïti. Une avalanche de dons avait suivi. Selon le New York Post, moins d'un tiers de la somme a effectivement été reversée aux sinistrés, tandis que d'autres sommes ont été utilisées pour payer des sociétés suspectes.
Selon les vérificateurs, Wycliffe Jean et d'autres membres de son association ont indûment bénéficié de plus de 250 000 $ au moins chacun au cours de cette période, 100 000 $ pour une soirée de gala à Monaco et 9 autres millions pour des voyages. Wycliffe Jean réfute tout enrichissement personnel, précisant qu'il était déjà riche avant d'avoir créé cette association et qu'il dispose d'une collection de montres avoisinant le $1 million. Il crie être droit et vouloir le rester pour l'honneur d'Haïti. Arrêter le charabia religieux, c'est l'appel lancé par le politologue Tennyson Joseph de l'Université des Indes occidentales lors d'une conférence sur l'enseignement à domicile à Barbade. Le politologue pense qu'il est temps de mettre fin aux enseignements religieux et d'introduire un programme entièrement laïque dans les écoles de Barbade. Pour lui, un programme laïque universellement accepté permettrait d'éradiquer les conflits qui peuvent exister pour les non-chrétiens qui sont de plus en plus importants sur l'île. La question de l'enseignement à domicile fait débat en ce moment à Barbade après le refus de la communauté Rastafari d'envoyer ses enfants à l'école. Les Rastafari ont été reconnus coupables d'avoir enfreint les lois rendant l'école obligatoire dans le pays. Pour le politologue, on ne peut reprocher à quiconque d'envoyer ses enfants à l'école si on ne peut garantir la laïcité de l'enseignement. À l'heure où l'île fête son 50e anniversaire d'indépendance, Tennyson invite les pouvoirs publics à mener une réflexion en profondeur sur le système éducatif développé à Barbade et à mieux séparer le charabia religieux de la connaissance universelle. I Am Bolt, le documentaire qui retrace la vie et le triomphe d'Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, va être lancé en avant-première à Kingston et Londres. Le sprinter et superstar est reconnu comme une légende contemporaine après avoir remporté 9 médailles d'or olympiques et décroché les records du monde des 100 et 200 mètres. I Am Bolt est dirigé par Gabe et Benjamin Turner, soit la même équipe qui a réalisé les films One Direction, This Is Us, Class of 92 ou encore celui sur Demi Lovato. Le tournage du documentaire a débuté en mai dernier, avant les Jeux Olympiques de Rio, au moment où le roi du sprint avait déclaré au journal britannique The Guardian être très heureux de commencer à travailler sur ce projet et être certain d'avoir rencontré les bonnes personnes pour raconter son histoire. La bande-son du film mettra en vedette divers artistes caribéens, dont Sean Paul, Damian Marley, R. Kelly, Nas, Beenie Man, ou encore Major Lazer, puisque Usain Bolt est fan de dancehall. Le film sera disponible sur la télévision à la demande et en DVD, tandis que la bande sonore sera vendue par Iceland Records. Retour en Guadeloupe, les opérations de dépouillement des votes pour les élections à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe se sont déroulées mercredi en préfecture. Des opérations publiques au terme desquelles la liste Ensemble pour l'artisanat préparons l'avenir autrement, conduite par Franck Lasserre, recueille 2734 voix. Elle devance celle conduite par Patrick Chouan, Engagement et Action au cœur des métiers, de 2400 voix. La liste Les artisans du changement de Simon Vainqueur recueille 238 voix, donc la liste de Franck Lasserre obtiendrait 21 sièges. Celle de Patrick Chouan 3 et Simon Vainqueur 1 siège. Reportage Joël Saint-Cyri. Franck Lasserre a visiblement convaincu ses pairs, l'aboutissement d'une campagne durant laquelle il a insisté sur la valorisation de l'artisanat. L'artisanat, être artisan, c'est vraiment une profession, c'est travailler, c'est rendre service, c'est être au plus près de la population, donc c'est très noble. Donc par conséquent, nous devons aider ce pan de l'économie à résister. Nous savons que les difficultés sont nombreuses, nous savons que bon nombre d'entre nous n'arrivent pas à payer les charges fiscales et sociales, donc c'est un souci qu'il va falloir aborder dès notre arrivée. Parmi ses promesses de campagne, il a aussi évoqué la création d'un observatoire des métiers, un outil de prospection afin d'effectuer un véritable état des lieux de l'artisanat en Guadeloupe. Un outil qui devrait permettre, selon lui, d'évaluer par exemple les besoins en formation des professionnels. Nous voulons que demain, la formation soit en adéquation avec la demande. Les métiers évoluent, la demande des consommateurs que nous sommes évolue. Donc cette adaptation doit être
faites en fonction des évolutions et qui vont être jaugées par l'Observatoire des métiers. Former les artisans aux nouvelles technologies, une idée aussi mise en avant par l'équipe Ensemble pour l'artisanat. Chaque artisan doit être initié à la chose numérique, à la chose informatique. C'est important aujourd'hui que de pouvoir répondre ne serait-ce qu'à un mail, à un courrier, de pouvoir dire oui, je serai là, je ne serai pas là. Donc répondre aux convocations, aujourd'hui tout est numérisé. Donc les artisans vont franchir ce pas-là et aussi aller au fur et à mesure vers l'e-commerce. Demain, nous devrions pouvoir avoir une boutique à ciel ouvert qui exposerait toute la fabrication, tout ce que nous faisons comme production locale. Trésorier adjoint de l'équipe sortante, une fonction autour de laquelle il avait érigé son slogan de campagne. Je dis aux artisans que je connais la maison. Je connais la maison, le budget je maîtrise, j'étais trésorier adjoint, je connais le personnel et l'ambition nous l'avons. Donc je dis que c'est une garantie pour les artisans, c'est-à-dire une garantie sans risque, puisque nous voulons mettre en application le connaître pour comprendre, comprendre pour agir, agir pour réussir. Cela dit, pour mettre tout cela en application, Franck Lasserre devra attendre la proclamation officielle des résultats par la Commission des opérations électorales. Et pour être complet concernant les résultats, il s'agit bien de 2044 voix de différence entre la liste de Franck Lasserre et celle de Patrick Chouan, qui obtient 690 voix. Prenons la direction du Pays de la Canne, dans la commune de Port-Louis. Le temps d'une journée, ce centre de culture scientifique et technique s'est transformé en un vaste espace ludique consacré aux jeux et jouets d'antan. Une journée en famille en partenariat avec Guajeka et Ludo Soleil qui a plongé les plus grands dans la nostalgie et permis aux petits de découvrir des jeux traditionnels bien loin de ceux qui occupent généralement leur quotidien. Ambiance avec Johan Charpentier-Titi. Je vous présente le jeu de la toupie à fouette, autrement appelée la toupie à ligne. Donc pourquoi à fouette à ligne? Tout simplement parce qu'en fait c'est une toupie et qui tourne avec un fil qu'on va enrouler à la toupie. Donc il y a une façon bien précise pour pouvoir enrouler ce fil. Voilà, faire attention à ne pas chevaucher aucun fil. Voilà. On tient, pied pour tête, donc la toupie bas vers le haut. Et ensuite, on cède, on lance la toupie. Monte. Voilà. Bien occupé. Voilà, vous pouvez poser votre console de jeu dernier cri. Au Pays de la Canne, ce sont les jeux traditionnels qui ont la cote. D'un côté, les jeux en temps longtemps, bien de chez nous, proposés par Guajeka, et de l'autre, des jeux du monde, principalement en bois, présentés par Ludo Soleil. Des jeux qui rappellent de bons souvenirs aux plus grands et qui enchantent les plus jeunes. Suivez le guide. Ce jeu, en fait, on a un petit poète. On doit faire du vent. Montre-moi comment tu fais. On a une petite balle. J'enlève ces trois là en plus. Et si je gagne, eh ben j'ai un point. Celui-là, en fait, je l'enlève. Celui-là, en fait, c'est un jeu d'équilibre. Comme ça, il faut poser les balles sans faire tomber. Si je fais tomber, j'ai perdu. Et j'aime beaucoup ça. Tous les jeux, c'est chouette. Et ce ne sont là que deux exemples de la multitude de jeux proposés aux visiteurs. Si les enfants sont clairement séduits par cette façon de s'amuser, les parents sont peut-être encore plus satisfaits. Ce sont des jeux qu'ils découvrent, ils ne connaissent pas. Pour la plupart d'entre eux, enfants comme parents, ne connaissent pas ces jeux. Donc ils prennent plaisir à découvrir et sortent un petit peu de tous ces jeux vidéo et autres. Donc ils redécouvrent les jeux en bois surtout. Je me suis dit qu'il serait intéressant, notamment pour les enfants, de venir découvrir ces jeux d'antan, en fait. Oui, on essaie de leur faire découvrir des jeux de société, des jeux où on peut jouer à deux et pas seulement sur les écrans vidéo. Kabois, Oulette, Ikaipaka, Râle-et-Code, autant de jeux qui ont occupé vos vacances ou dont vos parents vous ont tant parlé. Si vous êtes dans le premier cas, n'ayez crainte, ça ne pourra que vous faire du bien, ce petit retour en enfance.
Et pour continuer à parler jets et jouets traditionnels, notre invité Jean-Paul Kiko, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Guajeka et nous allons tout d'abord parler de Guajeka qui est, on va dire, un ado, puisque Guajeka a un peu plus de 10 ans. Est-ce qu'il y a toujours autant de plaisir à partager les jets et les jouets d'antan qu'au début de l'aventure? Mais absolument, absolument. D'autant plus qu'on voit bien que les enfants sont toujours demandeurs, à tel point qu'on a même mis en place un certain nombre d'activités telles que le festival et autres. Et donc effectivement, les enfants adhèrent et les parents aussi. Et depuis peu, même les grandes personnes, les personnes âgées aussi, participent justement aux différentes activités que l'on propose régulièrement. Est-ce que vous avez pu remarquer peut-être un changement de réaction des enfants sur la dizaine d'années d'animation? Est-ce que les enfants réagissent maintenant comme ils réagissaient au début sur les jeux et les jouets traditionnels? Mais en fait, les enfants ont toujours apprécié les jeux. Et donc ça continue. Et encore plus parce qu'ils ont eu la chance justement de pouvoir les connaître davantage. On a vraiment vulgarisé depuis 10 ans les jeux traditionnels. Et c'est vrai que maintenant, ça fait partie du paysage associatif, culturel qu'il y a en Guadeloupe. Et donc, ils sont toujours demandeurs. Ils sont toujours demandeurs à tel point que maintenant, on nous invite par exemple pour les anniversaires. Régulièrement, on fait appel à nous justement pour animer des anniversaires, des fêtes de famille, pour justement créer justement toujours cette sensibilité et aussi le côté intergénérationnel qu'on retrouve dans les jeux. Alors, Guajeka permet donc aux enfants, mais aussi à certains adultes, de découvrir les jeux et les jouets traditionnels, mais en dehors des animations que vous organisez. Est-ce que cela a permis le développement d'une activité économique autour du jeu, du jouet traditionnel? Effectivement, mais d'ailleurs, je suis justement un peu la preuve quelque part, parce que depuis 2 ans, j'en ai fait mon activité principale, et on se rend compte, lorsqu'on va vraiment au fond des choses, que les jeux traditionnels sont sur plusieurs axes. Tantôt l'aspect justement économique à travers justement les activités, les animations ou autres, mais aussi au niveau de l'instruction, on va dire, parce que tout ce qui est pédagogique, historique, etc., on profite justement pour véhiculer tous ces messages à travers nos activités. Donc, tantôt au niveau des animations, tant au niveau des formations aussi qu'on met en place, et puis des événementiels, que ce soit en Guadeloupe ou même dans la Caraïbe. Donc il y a vraiment un engouement pour les jeux traditionnels, et cela dans différents secteurs. Est-ce que, puisqu'on parlait d'artisanat tout à l'heure, est-ce que c'est un secteur qui peut permettre à des artisans, par exemple, de se mettre ou de se remettre à la fabrication de jouets? Est-ce qu'il y a cette offre-là? Les enfants qui, en dehors de l'animation, veulent jouer avec un jeu traditionnel, est-ce qu'ils ont la possibilité d'y avoir accès? Mais complètement, d'autant plus qu'on nous a souvent demandé d'avoir justement des kits pour pouvoir permettre à l'enfant aussi d'être acteur dans son jeu, donc pouvoir fabriquer également son jeu. Donc effectivement, il y a cette palette-là qui est proposée, et le monde artisanal se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on fait une animation, lors de nos événements, par exemple les fêtes Tigé, à chaque fois, il y a un village artisanal pour montrer ce qu'on est capable de faire de nos 10 doigts, et notamment aussi dans les jeux traditionnels, dans la fabrication de petits cabois, des trottinettes ou autres. Donc effectivement, il y a un engouement là-dessus. Et il est vrai qu'avant, les jeux et les jouets, il n'y avait qu'à y acheter dans le magasin, on les fabriquait tout simplement. Vous participez à la semaine J'ai joué Timoun Laurier, qui se déroule jusqu'au 26 de ce mois. Hier, vous étiez à l'école Fernand de Bonchamp, aujourd'hui dans les quartiers des Lauriers à Pointe-à-Pitre. Comment se sont déroulées ces 2 journées? Alors les 2 journées se sont vraiment bien passées. La première consistait surtout à faire des cerfs-volants. On a vraiment voulu mettre l'accent là-dessus. Donc les enfants ont été vraiment, encore une fois, acteurs justement de leurs jouets. C'est vraiment important pour nous. Et donc ils ont pu fabriquer différents cerfs-volants pendant toute la matinée. Et par la suite, on a pu les voir voler, s'amuser dans les Pointe-à-Pitre avec leurs cerfs-volants. Je confirme. Et la journée d'aujourd'hui, c'était plus là sur l'ensemble des jeux. Habituellement, justement, on propose une palette assez diversifiée de nos jeux, donc des cabois, des tirs à la corde, des courses en sac et autres. Et donc là, les enfants, au niveau des lauriers, ont pu justement s'amuser dans la cour pendant toute la matinée. Et on a bien vu qu'ils avaient du mal à nous laisser partir, parce qu'ils ont vraiment pu redécouvrir à nouveau nos jeux d'antan. Alors, ceux qui n'ont pas pu participer à cette journée, rassurez-vous, il y en a une autre à laquelle on vous convie, c'est demain. Donc, pour la première fois, Guajeka organise une journée d'animation à la rue Lamartine. La rue sera piétonne à Pointe-à-Pitre. C'est une première. Comment va se dérouler cette journée? Alors, justement, on a voulu vraiment être plus proche encore du public. Étant donné que les jeux traditionnels se passaient justement un petit peu partout et dans la rue également, donc on a vraiment voulu permettre l'accessibilité aux jeux traditionnels pour tous, vraiment des personnes âgées, aux enfants, aux personnes en chaise roulante, peu importe. On a mis une journée pour permettre à chacun de découvrir notre patrimoine,
premièrement, mais aussi d'aller plus loin, donc de découvrir tantôt les activités, les nouvelles activités qu'on va proposer cette année, telles que par exemple la jouet-thérapie, telles que par exemple les courses à roues et d'autres encore, et aussi préparer nos futurs élèves, justement, nos futurs participants au prochain festival des jeux traditionnels l'an prochain. Justement, ce sera l'occasion pour ceux qui le souhaitent de s'inscrire pour Festiger 2017. Quelques mots déjà sur ce prochain rendez-vous? Oui, oulala, ça se passe déjà aux Abîmes. Et là, on prépare vraiment une nouvelle surprise parce que ça va continuer un petit peu quelque chose qu'on avait entamé gentiment l'an dernier, les jouets Niad. Donc, ce sont des relais de jeux traditionnels sur une piste d'athlétisme. Et là, justement, ce sera un petit peu la folie parce qu'on va vraiment permettre de mettre en compétition plusieurs équipes de toute la Guadeloupe pour justement découvrir encore les jeux traditionnels. Alors, il y a les ateliers, les animations proposées par Guajeka et à Festiger. Vous êtes venu aussi nous parler, Jean-Paul, d'un ouvrage à vocation pédagogique qui a été donc réalisé par Guajeka. Effectivement, on a créé un livre, ça s'appelle Les jeux et jouets traditionnels, un enjeu global pour la Guadeloupe. L'idée, c'était de montrer en fait que les jeux traditionnels ne sont pas uniquement basés autour de la consommation ludique du jeu, mais en fait qu'il y a plusieurs apports. Tantôt un apport pédagogique, tantôt un apport scientifique, tantôt un apport historique. Du coup, on a travaillé avec plusieurs collaborateurs, des psychomotriciens, des historiens, des enseignants, pour montrer un petit peu la valeur des jeux, mais sur d'autres critères. Et justement, au niveau artisanal aussi, par exemple, on a eu des personnes qui ont contribué au livre pour montrer que les jeux traditionnels sont aussi un outil économique, un outil artisanal, un outil culturel, pédagogique et vraiment qu'on peut retrouver dans différents secteurs. Donc vraiment, l'idée c'est de montrer que les jeux ne s'arrêtent pas qu'un aspect culturel et ludique, mais c'est beaucoup plus global et ça permet de justement découvrir plusieurs milieux. Est-ce que c'est un ouvrage qui est déjà utilisé dans les écoles, dans certains établissements? Complètement d'ailleurs, que ce soit en Guadeloupe, en France ou même dans la Caraïbe, il y a des gens justement qui font appel à ce bouquin pour justement découvrir davantage le paysage culturel et caribéen des jeux traditionnels. Je suppose que c'est un bouquin, si éventuellement ceux qui nous écoutent souhaitent l'acquérir, il y a aussi cette possibilité, c'est pas uniquement réservé aux pédagogues. Non, pas du tout, c'est vraiment un livre ouvert à tout le monde. On a vraiment permis qu'il soit accessible à tous, des enfants aux adultes, aux scientifiques ou autres, ils pourront vraiment apprécier agréablement ce bouquin. Merci Jean-Paul d'avoir été notre invité. Je rappelle que demain, vous serez durant toute la journée, ça commence à 8h, je crois. Voilà, 9h, à 9h du matin jusqu'à 18h. Donc, il y aura différents ateliers, ateliers de fabrication, ateliers de découverte, des chants, vraiment pour tout le monde. Et l'idée, c'est qu'on puisse passer un moment, partager un moment agréable autour du patrimoine ludique. À la rue Lamartine à Pointe-à-Pitre, et vous serez également, ce sera mercredi 26 pour clore la semaine au Laurier. Vous y serez dans la matinée pour les jeunes des Lauriers et des alentours. Sinon, le rendez-vous demain, c'est vraiment tout le monde est invité à rejoindre Guajeka à la rue Lamartine. Merci encore Jean-Paul. Merci à vous. Information pratique pour clore cette édition dans le cadre des délestages programmés par le SIAG en raison des travaux de réhabilitation de l'usine de Des-Hauteurs. Les habitants de Saint-François et de la Désirade seront privés d'eau ce soir à partir de 22h jusqu'à demain 6h. Demain soir, ce sont ceux de l'ouest du Gosier de Mathurin qui seront concernés par ces coupures tournantes. Et dimanche, notez que les habitants du bourg des Abîmes seront également privés d'eau de 22h à 6h. Un point sur la météo. Quelques averses sont à craindre en début de soirée. Seule la côte au vent et le centre de la Grande Terre seront épargnés dans la nuit. Le temps devrait par contre être plus agréable. Demain samedi, l'atmosphère sera instable et quelques foyers orageux pourront se développer. Des averses sont à craindre sur de nombreuses communes de l'archipel. Bonne nouvelle, côté qualité de l'air, l'indice Atmo, c'est du très bon. Guader nous annonce un indice de 2. Passez une bonne soirée sur Alizé Télévision. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Mais l'information sera présente durant ce week-end sur Alizé Télévision.